c'est cool. Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode un peu particulier, puisque comme tu l'as vu dans le titre, on va s'en prendre aujourd'hui au bullshit entrepreneurial, bullshit du développement personnel. Alors, j'aurai évidemment pas le temps dans un épisode de faire une liste exhaustive de tous les points que je trouve bullshit, mais ce que je vous propose dans cet épisode, c'est que on vienne en fait prendre un peu de recul. En fait, ce que je veux dans cet épisode, c'est que on puisse nourrir un tout petit peu d'esprit critique sur ce que une partie de l'entrepreneuriat et du développement personnel, c'est vous répéter en long, en large et en travers. Pourquoi je trouve que ces aspects-là dont je parle sont faux. Pourquoi j'estime qu'ils sont même dangereux. Et notamment, ce que je voudrais avec cet épisode, c'est 3 choses. Donc, petit 1, qu'on ait nourri une réflexion, initié une réflexion, pris du recul, eu un petit peu d'esprit critique sur le sujet. Petit 2, que peut-être ça vous ait permis un petit peu de déculpabiliser, vous allez voir pourquoi je dis ça. Et 3e point, que ça permette que vous vous compariez moins, ou en tout cas que si vous tombez dans le jeu de la comparaison parce que c'est humain, que ça vous permette de le faire encore une fois, en toute connaissance de cause, avec un peu d'esprit critique et un petit peu de recul. Alors, vous allez voir, j'ai pris 2 gros exemples, ça va vous concrétiser les choses. Exemple numéro 1 de bullshit, entrepreneuriat, le coaching, développement personnel, etc., etc. C'est un de mes bullshit entrepreneuriaux préférés, c'est le bullshit du « quand on veut, on peut », le bullshit de « je me suis fait tout seul ». Bon, pour prendre un petit peu d'esprit critique et pour prendre un peu de recul et critiquer ce point-là, je vais partir d'un postulat. Ce postulat étant que les entrepreneurs ou entrepreneuses que vous admirez dans votre secteur sont des acteurs, en tout cas si vous évoluez dans le même système que le mien, alors sont des acteurs et des actrices d'un système néolibéral. Je vais pas rentrer aujourd'hui dans la critique du néolibéralisme, etc., c'est pas le but de l'épisode, mais en revanche, il me paraît absolument indispensable de recontextualiser dans quel contexte économique ces business se créent et dans quel contexte économique ces business perdurent ou meurent d'ailleurs, soit dit en passant. Et donc, quand vous rentrez dans ce truc qui est hyper culpabilisant, où on vous explique que quand tu veux, tu peux, je me suis fait tout seul, donc en fait, sous-entendu, si ton entreprise ne fonctionne pas, si ton business rame, voire si ton business est mort, c'est un petit peu de ta faute, hein, parce que quand on veut, on peut. Voilà. Bon. Donc, ces business que vous pouvez être, bien sûr, c'est tout à fait compréhensible, tenter d'admirer, de vous y comparer et donc peut-être de culpabiliser, de vous bouffer la rate en vous demandant mais pourquoi moi j'y arrive pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que tel entrepreneur ou telle entrepreneuse de mon secteur a fait, a accompli ou n'a pas fait, qui fait que c'est un espèce de messie de l'entrepreneuriat qui a percé. Bon, vous voyez tous ces mythes-là. C'est indispensable, en fait. C'est indispensable de replacer le système économique dans lequel ces business, se créent et dans lesquels ces business naissent, grandissent, perdurent ou meurent. À savoir que les entrepreneurs et entrepreneuses que vous admirez et pour lesquels peut-être vous avez tendance à vous comparer ou à vous arracher les cheveux, grandissent dans un système néolibéral. Ce néolibéralisme doit défendre ses intérêts. Et pour ce faire, il y a des stratégies relativement ingénieuses. La première, par exemple, c'est de surindividualiser les problématiques. Plus le néolibéralisme arrivera à vous faire gober, que tout ne relève que de vous et de vous seul, et que tout est individuel, et que tout est dû à vous, et donc que quand on veut, on peut, et que vous pouvez vous faire tout seul, mieux le néolibéralisme se porte. C'est un système qui ne tient que parce que il y a des sommes d'individus. Donc il y a intérêt à vous faire comprendre que si votre entreprise ne va pas bien, ou si vous n'allez pas bien, c'est parce que vous n'avez pas assez travaillé sur vous, c'est parce que vous n'avez pas fait assez d'efforts, c'est parce que vous ne savez pas ce qu'il faut faire, c'est parce que vous. Le néolibéralisme ne tient qu'en créant des sommes d'individus qu'on rend responsables de tout. Premier problème, c'est que ça fatigue des individus qui après n'ont plus d'énergie pour rejoindre des luttes collectives et donc potentiellement pour changer des systèmes. Et le deuxième point, évidemment, ça fait tenir le néolibéralisme, bien entendu. Quand je t'explique qu'en fait, si ton entreprise ne fonctionne pas, c'est à cause de toi, tu dépenses du pognon dans des coachings, dans des accompagnements, dans des outils, etc. Quand je t'explique que si tu n'arrives pas à faire ceci ou faire cela, c'est parce que tu n'as pas assez travaillé sur toi, tu dépenses ton pognon également. Voilà. Alors, je ne dis pas, bien entendu, qu'il faut pas se faire accompagner, hein, c'est pas moi qui vais dire ça, mais c'est juste pour prendre encore une fois un petit peu de recul, un petit peu d'esprit critique. Le néolibéralisme a intérêt à vous faire croire que vous êtes capable de tout, que vous pouvez tout avoir, que vous pouvez tout faire, que tout ne tient qu'à vous, que vous pouvez vous faire tout seul, que vous. Parce que tant qu'il fait ça, vous êtes des agents productifs
d'un système qui crée du PIB, et le néolibéralisme a besoin de ça pour fonctionner. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire la critique là du néolibéralisme, c'est pas le but de l'épisode, mais c'est juste, il faut avoir le recul de se remettre dans le contexte économique dans lequel nous sommes, et donc dans lequel nos entreprises évoluent, parce que sinon, on ne peut pas comprendre l'entièreté des enjeux entrepreneuriaux que l'on traverse si on ne le remet pas dans le contexte économique dans lequel ces business évoluent. Puisqu'évidemment, parmi les agents premiers du néolibéralisme, il y a bien entendu les entreprises qui évoluent sur ce marché. Donc il faut être un petit peu honnête intellectuellement, si je pourrais dire ça comme ça. Tout ça m'emmène à vous parler du mythe de l'entrepreneur, qui est d'ailleurs le titre d'un bouquin éponyme que je vous recommande vivement de lire. Le mythe de l'entrepreneur repart de cette idée que, en fait, nous ingurgitons tous les jours des mythes entrepreneuriaux autour d'un homme providentiel, Steve Jobs en étant l'exemple parfait, d'un homme providentiel qui serait une espèce de génie, qui serait sorti comme ça un petit peu de nulle part, qui va être un génie d'innovation, de créativité, qui va créer une entreprise absolument révolutionnaire, etc. On l'a vu, ce mythe se construire autour de Steve Jobs, alors que, en fait, ce mythe-là ne tient sur pas grand-chose d'autre que des stratégies marketing et de storytelling. C'est-à-dire que, considérez que Apple, une des plus grandes entreprises du monde, là aussi dont je ne conteste pas les capacités d'innovation, etc., c'est pas le sujet, mais considérez que Apple, une des plus grandes entreprises du monde, ne tient que sur un seul individu, à savoir Steve Jobs. Au-delà du fait que c'est absolument faux, c'est aussi absolument dangereux dans l'inconscient collectif que ça crée. Apple est une entreprise qui évolue dans un système, et qui a grandi dans un système, qui est né dans un système. Et ce n'est pas Steve Jobs qui est le successful d'Apple. C'est des centaines et des milliers de personnes qui ont permis que. Et même si on ne prend pas en compte toute la masse salariale d'Apple, ce qui me paraît quand même un peu aberrant de pas les prendre en compte, mais je veux dire, même si on va au niveau de la création d'Apple, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a que Steve Jobs. Déjà, il y a Steve Wozniak, qui est souvent invisibilisé, et puis il faut remettre encore une fois dans un contexte que Steve Jobs et Steve Wozniak viennent d'entreprises qui ont fourni des outils, qui ont formé leur cerveau, viennent de familles, comme notamment la famille de Jobs, qui a mis à disposition sa maison, qui a mis à disposition le garage, qu'il y a des investisseurs qui ont injecté du pognon dans Apple, etc. Donc en fait, quand vous regardez dans la globalité ce qu'a été l'histoire d'Apple, et que vous remettez l'histoire d'Apple dans un système financier qui a permis que, dans un système familial qui a permis que, dans un système du travail qui a permis que, etc., et ben d'un coup, la place de Steve Jobs est beaucoup moins prépondérante et beaucoup moins le seul facteur monocausal qui expliquerait que, en fait, on a cette femme a accouché d'un génie et que l'humanité a reçu le cadeau du génie de Steve Jobs et que Steve Jobs a révolutionné la planète. C'est pas Steve Jobs qui a révolutionné la planète, c'est l'entièreté des personnes qui ont contribué à faire ce qu'a été Steve Jobs et à faire d'Apple ce qui est devenu Apple. Encore une fois, sans rentrer dans le débat de est-ce que Apple est une entreprise formidable ou pas, c'est pas le sujet ici, c'était pour vous remettre, encore une fois, dans cette logique systémique, en fait. Et que, du coup, nous gobons ces mythes entrepreneuriaux qui, soyons honnêtes, nous n'avons rien inventé de mieux que depuis la mythologie grecque. C'est-à-dire qu'en fait, ces mythes d'entrepreneurs ne sont rien de mieux que des mythes de la mythologie grecque remis au goût du jour. C'est-à-dire, c'est toujours cette idée d'un homme providentiel, mi-homme, mi-dieu, qui fait quand même partie des hommes, qui vient révolutionner le monde des hommes avec des qualités presque mystique, un peu à la frontière du monde des hommes et du monde des dieux, et qui débarque sur Terre avec une dimension presque messianique et qui vient révolutionner le monde. Bon. Donc nous ingurgitons ces mythes entrepreneuriaux qui sont excessivement bien construits d'un point de vue marketing et storytelling, n'est-ce pas, qui invisibilisent tous les systèmes, comme on l'a vu avec l'exemple de Steve Jobs, et nous gobons ces mythes entrepreneuriaux toute la journée. Et donc forcément, comme nous sommes conditionnés à voir l'entrepreneuriat par ce prisme-là, c'est-à-dire par un prisme exclusivement individuel, alors nous regardons nos confrères et consoeurs entrepreneurs et entrepreneuses avec ce prisme individuel, en nous disant mais comment ça se fait que tel entrepreneur ou telle entrepreneuse arrive à faire tel truc, ou a fait tel chiffre d'affaires, ou blablabla. Bon, je pense que vous l'aurez compris déjà avec ce que je viens d'apporter. Petit 1, ça dépend des systèmes économiques dans lesquels ces business évoluent, parce que ce que vous appelez réussite entrepreneuriale, je me permets de le traduire avec un peu de provocation, c'est ce que j'appellerais une réussite entrepreneuriale néolibérale. Je ne sais pas si elle est bien ou pas bien, c'est pas le sujet ici, mais en tout cas, c'est juste pour remettre en contexte le fait que c'est une réussite entrepreneuriale adapté à ce système-là, mais ça ne serait pas une réussite entrepreneuriale dans un autre système qui ne valoriserait pas les mêmes critères de réussite. Deuxième point, comme on l'a vu, c'est la question de ce mythe entrepreneurial qui ne met le focus que sur un individu
providentiel et qui fait fi de 98% de l'explication, c'est-à-dire de 98% des systèmes qui ont mené à cet individu-là. Encore une fois, on est bien d'accord, hein, je suis pas du tout en train de dire qu'il n'a rien d'individuel, qu'il n'est pas question ni d'intelligence, ni de talent, ni de travail, c'est pas ce que je dis. Je dis que il faut inverser un petit peu la tendance et qu'il faut arrêter de dire que ce n'est que grâce au talent, que grâce à l'intelligence, que grâce au travail d'un seul individu, que des entreprises comme de la taille d'Apple sont devenues les entreprises qu'elles sont. C'est juste faux. C'est juste un siècle de sociologie foutu à la poubelle. Et justement, puisqu'on parle de sociologie, j'en arrive à Pierre Bourdieu et à la question de l'habitus. Alors, notre ami Bourdieu, il nous explique, vous allez voir le lien avec l'entrepreneuriat, il nous explique que nous vivons des socialisations. Bon, ça jusque-là, j'ai mis un grand coup de pied dans une porte grande ouverte. Nous vivons une socialisation primaire puis secondaire, c'est-à-dire que quand nous évoluons en société, en tant qu'enfant, adolescent, puis jeune adulte, on est socialisé. Donc on apprend des habitudes. Vous avez appris plein de choses. La manière que vous avez de parler ne relève pas de votre libre arbitre. Hein. Je fais des petits liens avec le déterminisme de Spinoza, on en parlera dans un prochain épisode. Vous n'êtes pas libre de la manière dont vous parlez. Vous n'êtes pas libre de la manière dont vous vous habillez. Tout ça sont des déterminants, ce sont des choses qui ont été apprises, que vous avez apprises de votre socialisation. Vous n'avez pas le choix de la manière dont vous parlez, vous avez appris à parler comme ça. Vous n'avez pas le choix de la manière dont vous vous habillez, vous avez appris à vous habiller comme ça parce que ça relève de codes sociaux. Vous vous en rappelez très bien, quand vous étiez petit à l'école, évidemment que selon les classes sociales dont on vient, on ne s'habille pas pareil, on ne parle pas pareil, on ne se comporte pas pareil. Bon. Donc toutes ces habitudes que vous avez prises en vous sociabilisant, c'est ce que Pierre Bourdieu appelle un habitus. Donc mon habitus n'est probablement pas le même que le vôtre, etc. Même si probablement nous avons quand même un espèce de socle commun, puisque si je m'intéresse à ces sujets et qu'a priori si tu es toujours là à m'écouter, c'est que tu t'intéresses aussi à ces sujets, c'est donc que nous avons quand même une partie de notre habitus en commun et qui sont sûrement assez proches. Certainement pas strictement identiques, sinon il n'y aurait pas vraiment de différence individuelle et ça serait pas très intéressant. Mais il doit y avoir un socle en commun quand même. Donc, tu m'as suivi, cet habitus dont parle Pierre Bourdieu fait que nous apprenons. En nous sociabilisant, nous apprenons à parler, nous habiller, nous comporter, etc., etc. Donc, de la même manière, les entrepreneurs et entrepreneuses qui réussissent, encore une fois avec des guillemets, parce que réussissent, c'est très subjectif. Ces entrepreneurs et entrepreneuses qui réussissent sont le fruit d'une socialisation qui crée des habitus qui leur permettent de performer, entre guillemets, sur un marché. Et dire que ces entrepreneurs et entrepreneuses qui réussissent, entre guillemets, ne doivent leur réussite que à des questions individuelles, que à leur travail, que à leur talent, que à leur intelligence, etc., c'est juste, sociologiquement, une foutaise. C'est faire fi du fait qu'ils ont été socialisés de telle manière à être adaptés dans un certain contexte systémique, dans un certain contexte politique, dans un certain contexte économique, etc., etc., et qu'ils réussissent dans ces systèmes-là, grand bien leur face. Mais en revanche, j'en reviens au mythe de l'entrepreneur, dire que cette réussite n'est que individuelle, c'est juste politiquement, sociologiquement, économiquement, faux. C'est ce que nous explique Pierre Bourdieu en long, en large et en travers. Et c'est comme ça d'ailleurs que se reproduisent des inégalités, se reproduisent des systèmes. C'est que nous apprenons des habitus. Et que ces habitus, je cite Bourdieu, sont des structures structurées qui se comportent comme des structures structurantes. C'est-à-dire, en français, que ces habitudes que vous avez, votre manière de vous habiller, votre manière de parler, votre manière de vous comporter, vous ont structuré, ça vous l'avez compris. Et du coup, puisque vous les répétez, quelque part, c'est structurant. C'est-à-dire que ça va continuer à structurer votre existence, ça va structurer sûrement une partie de l'éducation que vous donnerez à vos enfants, si vous en avez, ou si vous souhaitez en avoir. Ça va structurer votre relation avec les conjoints et conjointes qui vont accompagner une partie de votre chemin de vie, etc., etc. Donc ça, c'était plusieurs axes de pensée que je voulais vous partager pour démonter déjà un premier exemple de ce bullshit entrepreneurial qui consiste à vous dire que quand on veut, on peut, et je me suis fait tout seul, etc. C'est juste, à mon avis, complètement fou. Si on le regarde par un prisme un peu plus systémique, un peu plus politique, mais quand je dis politique, c'est avec un P majuscule, c'est au sens littéral police, c'est-à-dire la vie de la cité. Avec un regard un peu plus sociétal, un peu plus sociologique, ça ne tient pas la route. Et j'espère que ça pourra vous aider peut-être à vous déculpabiliser un petit peu quand vous tombez dans la comparaison avec certains de vos confrères et consoeurs entrepreneurs ou entrepreneuses, de prendre un petit peu de recul, un petit peu d'esprit critique en disant « Je ne sais pas ce qui a fait de toi qui tu es aujourd'hui ». Et cette phrase-là permet à la fois d'avoir énormément d'empathie, de compassion, pour des personnes qui sont en difficulté X ou Y, parce qu'en fait, je ne sais pas
ce qui t'a conditionné, je ne sais pas ce qui t'a déterminé. Je peux à ce moment-là être en empathie et en compassion avec l'autre, qui vit des moments difficiles, dont la boîte vient de s'arrêter, qui traverse, je sais pas moi, un chômage, peu importe, une difficulté X ou Y. C'est juste avoir l'honnêteté intellectuelle et l'humilité de dire je ne sais pas ce qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, je ne sais pas ce qui t'a conditionné, je ne sais pas ce qui t'a déterminé. Et du coup, le miroir de ça, c'est que ça marche aussi pour certains entrepreneurs et entrepreneuses qui, entre guillemets, sortent du lot, qui sont parfois habités un peu du syndrome du survivant, c'est-à-dire si moi j'y suis arrivé, alors vous pouvez tous y arriver. C'est vraiment excessivement réducteur en termes sociologiques, parce que là aussi, de la même manière, ça peut vous aider à vous déculpabiliser, à moins vous comparer, de regarder ces succès, entre guillemets, entrepreneuriaux en disant, en fait, je ne sais pas ce qui t'a conditionné, je ne sais pas ce qui t'a déterminé. Et donc, je ne sais pas quels sont les facteurs qui fait qu'aujourd'hui, tu réussis peut-être plus facilement, entre guillemets, que moi. Un deuxième exemple de bullshit entrepreneurial auquel je voulais m'attaquer et je vous propose là aussi de prendre un petit peu de recul, un petit peu d'esprit critique, c'est, on en a déjà un petit peu parlé, mais je vais le prendre avec l'angle un peu plus du développement personnel ou du coaching, c'est le fameux truc du tout ne tient qu'à vous. Alors, je reviens pas trop sur la notion de surresponsabilisation individuelle dont j'ai déjà parlé entre guillemets dans la première partie, où encore une fois, je trouve que le fait de surresponsabiliser à l'échelle individuelle, en expliquant que par exemple, si tu portes toute la charge mentale en tant que femme, c'est parce que tu n'as pas assez travaillé sur toi, c'est parce que tu es trop en ton énergie masculine, c'est parce que tu es trop contrôlante, c'est parce que toi, c'est juste faire fi d'une réalité systémique. Quand je viens t'expliquer que si tu es en éco-anxiété, c'est parce que tu es anxieux, c'est parce que tu ne t'es pas soigné, c'est parce que tu ne sais pas gérer l'anxiété, c'est parce que tu ne sais pas gérer ton rapport aux médias, c'est complètement invisibiliser le fait qu'il y a tout un système qui crée de l'éco-anxiété. Et donc le fait de venir surresponsabiliser les individus, en fait, ça ne fait que déplacer les fractures, et surtout au prix de nous empêcher de les combattre, en fait. Ça ne fait que reléguer dans l'intime et dans la sphère personnelle des problématiques que les systèmes politiques ont créées. Alors évidemment, encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il y a rien d'individuel, sinon je ferais pas ce métier. Je ne dis pas ça. Évidemment que si j'ai déjà un terrain anxieux, je suis probablement un peu plus vulnérable à l'éco-anxiété. Bien sûr que si j'ai déjà un terrain un peu obsessionnel, un peu contrôlant, bien sûr que je suis plus favorable à encaisser beaucoup de charge mentale. Mais encore une fois, faut pas déplacer les fractures au prix de nous empêcher de les combattre. La charge mentale, ce n'est pas un problème de sauveur qui veut tout encaisser. C'est un problème du patriarcat qui fait retomber majoritairement sur les femmes la problématique de la charge mentale. L'éco-anxiété n'est pas un problème de petit anxieux qui ne sait pas gérer son switch de focus attentionnel à l'échelle individuelle. C'est un problème d'un système qui récompense, par exemple cet été, n'est-ce pas, vous verrez de quoi je parle, qui récompense des criminels climatiques et qui continue à bousiller les ressources de toute la planète. Donc oui, évidemment, vous êtes éco-anxieux. Donc, évidemment, le but n'est pas de dire qu'il n'y a rien d'individuel, c'est pas ce que je dis, mais c'est de dire que dans un milieu entrepreneurial, développement personnel, coaching, qui ne lit les thématiques que à travers l'échelle individuelle, je pense qu'il est bon de venir prendre un petit peu de recul, un petit peu d'esprit critique et de reprendre une lecture un petit peu systémique de ce qui se passe. Vous êtes des acteurs sociaux. Vous grandissez dans des systèmes, vous êtes formaté par des systèmes et vous évoluez dans des systèmes. Ne pas les prendre en compte, c'est annuler une énorme partie de l'explication des problématiques que vous vivez aujourd'hui et de la manière que vous avez de les vivre. Ne pas prendre en compte le fait que vos entreprises se créent dans des systèmes, évoluent dans des systèmes et réussissent ou meurent dans des systèmes économiques, politiques, etc., comme on a vu au début. Ne pas prendre ça en compte, mais c'est vouer à l'échec votre entreprise. Partir du principe que votre entreprise n'est que le fruit de l'entrepreneur, c'est faux. À mon avis, c'est faux. Alors évidemment, c'est un peu plus vrai pour des solopreneurs, par définition, que pour des entreprises qui ont des dizaines ou des centaines de salariés, nécessairement, ça c'est évident. Que pour des solopreneurs, vous êtes beaucoup plus, perméable, il y a beaucoup plus de porosité entre votre entreprise et vous. Ça, c'est certain. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de la porosité, notamment pour les solopreneurs ou les petites boîtes, ce n'est pas parce qu'il y a de la porosité entre l'entreprise et l'entrepreneur que vous êtes deux entités similaires. Et surtout, c'est impensable. Ça ne tient pas la route, en tout cas. Si vous voulez vraiment avoir une analyse globale de votre entreprise, de votre marché, de votre clientèle, des perspectives d'évolution, de votre bien-être, etc., il faut le remettre dans le contexte systémique dans lequel votre entreprise évolue. Bon. C'était, petite parenthèse, sur cette notion de surindividualisation. Donc, dans cette histoire du « tout ne tient qu'à vous »,
Je vais prendre en exemple un contenu que j'ai vu passer il y a quelques mois de ça, où on prenait le créateur de contenu en question, prenait une scène d'un film. Une scène d'un film où on voit un licenciement se produire, de quelqu'un qui est dans une position de domination systémique, et qui explique à ce salarié qu'il va être renvoyé malgré ses 25 ans de bons et loyaux services. Bon, ça jusque-là, c'est tristement une scène très courante, mais en fait, ce qui me heurte n'est pas là. Ce qui me heurte, c'est l'analyse qui est faite derrière, et qui consiste à dire à ce monsieur qui vient d'être licencié, et on explique sur ce monsieur fictif, que en fait, il n'a que deux choix. Soit il voit ça comme un désastre qui lui arrive dans sa vie, et donc il va s'écrouler, et donc le sous-entendu, c'est ce que je suis en train de vous évoquer, c'est sous-entendu, tout ne tient qu'à toi de voir les choses différemment. Ou justement, deuxième option, on explique que cet individu a le choix de voir les choses d'une manière plutôt positive, etc., et d'en faire une opportunité. C'est faux, philosophiquement, sociologiquement, psychologiquement. Non, vous n'avez pas le choix, c'est pas vrai. C'est juste dire à cette personne fictive que tout ne tient qu'à lui, et qu'il a 100% le choix de la manière dont il voit les choses, c'est faire fi des violences systémiques qui se cachent derrière, petit 1, et c'est faire fi, comme on l'a vu tout au long de cet épisode, de beaucoup de réalités sociologiques. Non, je n'ai pas le choix, bien sûr que non. Bien sûr que non, je suis déterminée par tout un tas de déterminants sociaux, que le développement personnel et le coaching ont tendance quand même à mettre énormément d'énergie à venir invisibiliser, et à dire non, tout ne tient qu'à toi, tout n'est qu'individuel, tout ne dépend que de toi. Derrière ce fait-là, parce que j'en ai beaucoup discuté cet été avec des confrères et consoeurs, qui me disent oui, mais quand même, il y a quand même un bénéfice à expliquer ça. Bien sûr. Encore une fois, le problème, c'est que dès qu'on propose un petit peu de lecture systémique globale, il y a toujours quelqu'un pour venir nous dire oui, mais quand même, à l'échelle individuelle, c'est quand même important. Mais bien sûr. En fait, ce que ce créateur de contenu vous explique, concrètement, c'est très simple. Il vous explique le principe du switch de focus attentionnel de la psychologie moderne. C'est-à-dire, il vous explique que nous avons la capacité de changer le focus, c'est-à-dire le point où nous décidons de mettre notre attention. Et que je peux décider de mettre mon attention sur les opportunités et les ressources, et donc là, dans cet exemple, sur l'opportunité pour moi que peut être ce licenciement, où j'ai le choix de mettre mon focus attentionnel sur les pertes et les difficultés, par exemple, sur ce que va me coûter ce licenciement en termes financiers, familial, psychiques, etc., etc. Ce principe de switch de focus attentionnel qui est excessivement important en psychologie individuelle, qui est très utile, bien entendu, est très utile pour certains bénéficiaires dans certains contextes dont, à mon avis, on ne peut décider qu'en séance, quand on est praticien ou praticienne, accompagnant ou accompagnante. Déjà, petit 1. Et petit 2. Ce qui me pose problème, ce n'est pas le principe de ce focus attentionnel, du switch de focus attentionnel, bien sûr que non. Sinon, encore une fois, je ferai pas ce métier, et la question du focus attentionnel, je l'enseigne dans mes formations, je le pratique en séance. Là n'est pas le problème, et c'est bien là que tient toute la, comment je pourrais dire, c'est bien là qu'est tout le côté vicieux de la chose. C'est qu'en fait, on invisibilise des violences systémiques, et quand quelqu'un le pointe du doigt, on va jouer la carte de « mais attends, à l'échelle individuelle, c'est hyper utile de faire ça ». Bien sûr, mais en fait, c'est pas du tout la même question. En fait, la question n'est pas là. Moi, je suis en train de te parler d'un problème systémique, et toi, tu me dis, oui, mais à l'échelle individuelle, ça peut être utile. Mais bien sûr que, encore une fois, pour certains bénéficiaires, dans certains contextes, ça peut éventuellement être utile aux praticiens, à la praticienne, d'en décider en séance, en accord et avec le concours du bénéficiaire. Mais par contre, se servir de ça pour venir expliquer qu'en fait, tout ne tient qu'à vous, et que vous avez le choix de votre focus attentionnel, c'est faux. C'est juste faux, en fait. C'est juste faire fi des violences systémiques qui sont cachées derrière, et c'est juste faire fi de tout un tas de déterminants sociaux, et quand je dis tout un tas, je parle pas de 2-3 déterminants sociaux, je parle de dizaines, de centaines de déterminants sociaux, de centaines de variables à prendre en compte, qui fait que, bien sûr, nous n'avons pas tous les mêmes choix. Bien sûr que nous n'avons pas tous les mêmes choix. Bien sûr que tu peux pas considérer que le mec qui se fait licencier après 25 ans de bons et loyaux services versus un autre mec qui se fait licencier après 25 ans de bons et loyaux services, ils sont tous les deux à égalité pour voir les choses et pour trouver des ressources. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'ils ne sont pas socialisés de la même manière, parce qu'ils n'ont pas les mêmes ressources, parce qu'ils n'ont pas la même disponibilité psychique, parce qu'ils n'ont pas les mêmes contextes de vie, parce qu'ils n'ont pas les mêmes quotidiens. Enfin bon, je veux dire, jusque-là, je crois que ça paraît quand même un tant soit peu évident quand on prend 2 minutes de recul, de dire que expliquer à quelqu'un qu'il ne tient qu'à lui de voir les choses autrement, au-delà du fait que c'est excessivement violent et culpabilisant, c'est aussi faire fi du fait qu'en fait, vous ne savez pas
quels sont les déterminants sociaux de la personne qui est en face. Je ne sais pas ce qui t'a conditionné. Je ne sais pas ce qui t'a déterminé. Donc je ne sais pas à quel point tu es en mesure de voir, par exemple, un licenciement comme une opportunité. Mais enfin, je sais pas, quoi, ça me paraît quand même être d'une violence d'aller expliquer à des gens qui se font licencier avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Alors je prends l'exemple du licenciement parce que c'est l'exemple qui était donné dans le contenu, mais évidemment on peut prendre tout un tas d'autres choses. Hein. Mais à quel moment on ose venir expliquer aux gens qu'il faut qu'ils voient ça comme une opportunité? Alors, j'anticipe les éventuelles, comment je pourrais dire, réflexions que vous pourriez avoir en tête et qui sont tout à fait légitimes et bienvenues, et on peut tout à fait d'ailleurs débattre de cet épisode sur Instagram ou sur Telegram ou quoi que ce soit. Encore une fois, bien entendu. Évidemment qu'à l'échelle individuelle, quand on fait de l'accompagnement, on aura plus intérêt à amener notre bénéficiaire à voir quelles sont les ressources, les côtés positifs, etc. Bien sûr que de le laisser se creuser sa tombe et s'enfermer dans la vision que c'est une catastrophe, bien sûr, bien sûr. Mais il y a des questions de contexte, il y a des questions de temporalité. Déjà, la première chose, quand on reçoit un bénéficiaire qui vit une situation comme ça, dont il est victime d'événements extérieurs, c'est certainement pas d'aller lui dire de voir les choses positivement. C'est d'abord d'écouter la souffrance, c'est d'écouter les conséquences, parce que de la même manière, je ne sais pas quelles sont les conséquences que ça a pour toi dans ta vie. Parce que les conséquences que ça aurait pour moi, pour toi qui m'écoutes ou pour autre toi qui m'écoute ne seront pas les mêmes. Nous n'avons pas les mêmes vies. Peut-être que toi, tes parents sont malades. Peut-être que moi, j'ai 4 enfants. Peut-être que toi, t'as une maladie qui couve. Peut-être que toi, t'as beaucoup de... On sait pas. Donc, évidemment qu'en séance, d'abord, on écoute. Et on va pas expliquer qu'il faut voir les choses positivement. Déjà, premier point. Deuxième point, la question du switch de focus attentionnel, qui consiste effectivement à placer le focus attentionnel sur, entre guillemets, le positif, ne veut pas dire forcément sur le positif de la situation. Pas forcément. Le switch du focus attentionnel peut concerner, par exemple, dans cette situation, le fait de focus l'attention du bénéficiaire sur les ressources qui peuvent l'aider à gérer ce licenciement. Et certainement pas d'aller lui faire croire que ce licenciement est une bonne chose pour lui. Encore une fois, qu'on se comprenne bien. Dans certains cas, ça sera une bonne chose. Dans certains cas, ça sera l'opportunité d'aller créer la boîte que tu voulais créer depuis 15 ans. Dans certains cas, ça sera l'opportunité de te débarrasser d'une entreprise qui en fait te pourrissait le quotidien mais que tu n'arrivais pas à quitter pour X ou Y raison. Encore une fois, à l'échelle individuelle, bien entendu, que dans certaines situations, qui sont quand même relativement minoritaires, hein, mais dans certaines situations, ça peut être l'opportunité de ta vie. C'est vrai. Mais dans la majorité des cas, ça ne l'est pas. Et venir expliquer à des gens qui vivent des violences systémiques, comme là on a une violence du néolibéralisme et du capitalisme, mais on peut avoir d'autres violences. À quel moment on peut oser aller expliquer à des gens qui vivent des violences sexuelles, par exemple, qu'il faut qu'elles envoient le positif? À quel moment? Mais à quel niveau de folie on est arrivé pour aller expliquer aux gens que tout ne tient qu'à eux? Et je le dis, vous l'entendez à ma voix, je le dis avec conviction parce que j'en reçois toutes les semaines des personnes qui ont été victimes de traumas et à qui on est allé expliquer, et quand je dis on est allé expliquer, c'est des fois des confrères et des consoeurs coachs, hein, qui sont des accompagnants, des accompagnantes, hein, qu'on est allé leur expliquer pas que c'était leur responsabilité d'en être arrivé là, quoique des fois on leur dit ça, mais c'était leur responsabilité d'en faire quelque chose. À quel moment on fait porter aux victimes la responsabilité d'en faire quelque chose, et pas la responsabilité aux coupables de leurs actes, en fait? À quel moment on va expliquer à des victimes de violences systémiques, peu importe la violence, hein, qu'il ne tient qu'à elles de voir le bon côté des choses? Mais enfin, à quel niveau de folie on est arrivé pour perpétuer des discours aussi violents que celui-ci, et que on fasse gober ça au titre du développement personnel, du coaching, quand tu veux tu peux, tu t'es fait tout seul, tout ne tient qu'à toi, deviens la meilleure version de toi-même, etc. Ce sont vraiment, pour moi, hein, des maximes, entre guillemets, avec lesquelles je suis déjà, vous l'avez compris, profondément en désaccord, et que je trouve excessivement dangereux. Et c'est aussi l'accompagnante qui parle pour recevoir chaque semaine des victimes de trauma, qui sont doublement victimes, en fait, qui sont victimes du trauma, et qui après sont victimes des discours qui viennent leur expliquer que si elles ne vont toujours pas mieux, c'est parce que elles n'ont pas assez travaillé sur elles. Que ne tient qu'à elles de voir les choses positivement, ne tiennent qu'à elles d'en faire quelque chose. Non mais franchement, je sais pas, ça paraît délirant qu'à moi, en fait, de voir pulluler ce genre de discours qui, pour moi, sont extrêmement violents, où on vous explique que, par exemple, si votre entreprise est morte au bout de 2 ou 3 ans, ce n'est que de votre faute. Ce n'est que vous. C'est parce que vous n'avez pas assez travaillé sur vous, c'est parce que vous n'avez pas fait la bonne stratégie, c'est parce que vous n'êtes pas assez focus sur l'essentiel, c'est parce que vous, ceci, parce que vous, cela. Encore une fois, je ne dis pas que tous ces points sont pas importants, bien sûr que vous devez vous former, bien sûr que vous devez mettre en place des stratégies, bien sûr que vous devez vous focus sur l'essentiel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis que vous expliquez que si votre entreprise n'a pas tenu le coup, ce n'est que à cause de ça. C'est faire fi du fait
qu'en fait il y a des réalités systémiques derrière et que la majorité des entreprises ne tiennent pas dans la durée. Parce qu'il y a un système néolibéral derrière qui ne peut pas favoriser des choses comme ça, en fait. Parce que vous n'avez peut-être pas l'habitus, pour l'instant en tout cas, qui va dans ce sens-là. Parce qu'on n'est pas socialisé de la même manière. Parce qu'on démarre pas tous sur la même ligne de départ dans l'entrepreneuriat. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si vous avez été éduqué enfant à un minimum d'intelligence et de stratégie financière, bien sûr que vous avez un avantage quand vous devenez entrepreneur. Évidemment. Bien sûr que la majorité des entrepreneurs de ce pays sont des héritiers. Pas moi qui le dis, c'est les stats. Donc bien entendu qu'il y a des réalités systémiques avec lesquelles il ne faut pas être fataliste, avec lesquelles il ne faut pas abdiquer. Mais par contre, il ne faut pas non plus rentrer dans l'idée que tout est individuel. Parce qu'encore une fois, ça déplace les fractures au prix de nous empêcher de les combattre. Pendant qu'on vous explique que tout ne tient qu'à vous, vous vous épuisez au quotidien dans des systèmes pour lesquels peut-être vous n'êtes pas en position de force, ce qui veut pas dire que vous n'y arriverez pas, mais vous partez sûrement avec l'inconvénient de devoir faire plus d'efforts que les autres, et donc vous vous épuisez, et pendant ce temps, on ne s'organise pas dans des collectifs qui permettent véritablement de changer le système, et qui permettraient, là, dans l'exemple de l'entrepreneuriat, particulièrement de lutter pour plus de justice sociale, et qu'on ait plus d'inclusivité dans le monde de l'entrepreneuriat, et qu'on arrête de reproduire des inégalités constantes, où on a toujours les mêmes profils d'entrepreneurs qui se répètent. Sur ce, j'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que il aura permis d'initier des réflexions, de les nourrir. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas surtout à le partager à des personnes que tu penses que ça pourrait les intéresser et aider à faire avancer une réflexion, etc. Même s'ils sont pas en accord avec ma réflexion, ça c'est votre bon droit légal et psychique. Et on peut tout à fait échanger, en débattre et être en désaccord. C'est le principe même de notre vie démocratique. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura permis peut-être d'avoir un peu une autre lecture que la lecture strictement individuelle des thématiques entrepreneuriales ou psychiques, d'avoir un peu plus d'esprit critique, un peu plus de prise de recul et surtout de vous déculpabiliser et de se calmer un petit peu avec les comparaisons parce que petit 1, comme on l'a vu, je ne sais pas ce qui te détermine, donc ça ne sert à rien que je me compare à toi, même si évidemment je peux pas m'empêcher de le faire, c'est un phénomène humain, mais en tout cas je peux essayer de le tempérer un petit peu et surtout de déculpabiliser du fait que non, tout ne tient pas qu'à vous. Vous n'êtes pas responsable de tout, en fait. Vous n'êtes pas responsable de tout ce qui vous arrive dans la vie. Vous avez votre part de responsabilité, bien entendu. Vous avez votre part de responsabilité. Vous êtes responsable de ce que vous dites, vous êtes responsable de ce que vous faites, vous êtes responsable des répercussions que ça a sur les gens qui sont autour de vous. Vous êtes responsable de la manière dont vous menez vos pensées et vous êtes responsable des choix que vous faites au quotidien. Bien sûr. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais vous n'êtes pas responsable de tout. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide à faire connaître le podcast, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide beaucoup. J'espère te retrouver dans un prochain épisode et que d'ici là, peut-être il y aura plein de réflexions qui te seront nées. J'espère vraiment sincèrement que ça permettra de voir les choses un petit peu différemment et de sortir un petit peu de la doxa ambiante ultra individualiste et surresponsabilisante pour les individus. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao.